Bienvenue à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. Semaine très chargée, on voit ça avec Marion Lefebvre, bonjour. Bonjour Mickaël. Bonjour Marion. Une semaine marquée donc par les élections sénatoriales. Verdict, la droite reprend le Sénat, forte poussée des centristes. Autre enseignement de ce scrutin, la gauche recule dans les territoires. Deux élus du Front National font également leur entrée. Le nouveau président du Sénat s'appelle Gérard Larcher. Le gouvernement a dévoilé son budget pour 2015. Une difficile équation. L'État est à la diète. Il doit baisser ses dépenses, mais il fait un geste vers les ménages. 3 millions d'entre eux devraient sortir de l'impôt. Le déficit public, lui, continue de filer et le gouvernement assume. Quoi de neuf côté série politique entre fiction et réalité? Les Hommes de l'ombre, c'est la série politique française. Et bien, elle entame sa deuxième saison avec l'actrice Carole Bouquet. Vous verrez, c'est à s'y méprendre avec notre actualité, mais ce sera un peu plus tard dans le Plus de l'Hebdo. Et pour commenter cette semaine politique, notre invité est Philippe Dallier. Bonjour. Bonjour. Vice-président du groupe UMP au Sénat, sénateur de Seine-Saint-Denis. Alors vous incarnez avec Bruno Retailleau le renouveau du Sénat. Jusqu'aujourd'hui, vous ne faisiez pas partie des sénateurs les plus connus du grand public. Désormais vice-président du groupe UMP, vous allez sans doute y remédier, mais sans pour autant céder aux sirènes des clans de votre parti. Alors écoutez comment vos confrères sénateurs analysent ce renouveau des instances de l'UMP. Moi je suis vendéen et Philippe est élu dans le 9-3. En Seine-Saint-Denis, donc c'est le contraste quand même. Un rajeunissement, et c'est tout à fait normal et sain pour le groupe. C'est pour nous une très bonne équipe, une équipe très, très dynamique. Voilà. Et on se met au travail maintenant autour de nos nouveaux présidents et vice-présidents. Merci beaucoup. Ce renouveau, c'est vraiment l'image que vous voulez donner? Oui, mais je commencerai par associer Catherine Desroches, puisqu'il y a un président élu, Bruno Retailleau, et deux vice-présidents délégués. Catherine Desroches est également vice-présidente déléguée. Je crois qu'effectivement, une des clés de lecture de ce scrutin à la présidence du groupe, c'est l'envie de renouveau au Sénat. Donc il y a une transmission de relais à une nouvelle génération, et je pense que c'est ce qui explique ce résultat, qui est un résultat très large, puisque nous avons été élus au premier tour de scrutin, ce qui n'était envisagé par personne, et pour tout dire, même pas par nous. Donc c'est une surprise aussi pour vous. Mais renouveau, ça veut dire qu'on ne fait plus de la politique comme on le faisait jusqu'à présent au Sénat? On balaye tout? Ça va être une nouvelle façon de faire? On balaye tout. On verra en tous les cas. Je pense qu'il y a une envie de transparence, une envie de vérité. Il y a peut-être une autre manière de faire de la politique avec un style un peu différent. Voilà, c'est une autre génération qui prend les commandes. Bah, écoutez, vous en jugerez. En tous les cas, une autre génération prend les commandes et je pense que c'est une très bonne chose pour le groupe UMP et également pour le Sénat, parce qu'il ne vous aura pas échappé que cette belle maison est attaquée de toutes parts. Parfois à juste raison, parfois les critiques sont très dures et injustes, on va jusqu'à la caricature. Et je pense qu'effectivement, il y a besoin de changer les choses, de changer l'image. Mais l'image, ça n'est pas tout. Il faut aussi effectivement agir pour changer les choses sur le fond. Quel est le problème d'image, justement ? Écoutez, il n'est que de lire les grands hebdomadaires ou d'écouter les radios ou la télévision. Cette maison est caricaturée et on la présente comme la maison de retraite avec des gens qui ne font rien ou pas grand-chose ou un travail inutile. Et puis il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont effectivement fait beaucoup de tort au Sénat et aux sénateurs. Donc je pense qu'il faut maintenant faire en sorte que nous tournions cette page et que nous allions dans une direction où le travail du Sénat sera reconnu pour ce qu'il est. Parce que le Sénat de la République, c'est une institution importante. Alors donc il y a eu des élections au Sénat, on va faire le bilan, c'est lundi. C'est un Sénat profondément renouvelé qui a été élu, 88 nouveaux sénateurs, dont 40 femmes. On voit tout cela avec Pauline Dame. Après 3 ans de gouvernance socialiste, la droite républicaine reprend la main au Sénat. Si l'UMP signe une belle progression avec 145 sièges, l'UDI n'est pas en reste avec 11 sièges de plus. Le PS en perd en revanche 10, les communistes 4, tandis que les radicaux de gauche sont désormais 12 à siéger au Palais du Luxembourg. 2 élus Front National rejoignent les rangs de la Haute Assemblée. Une tendance qui peut évoluer jusqu'à la semaine prochaine, date butoir pour choisir son groupe politique.
Si on est loin de la parité au Sénat, elle progresse toutefois lentement, avec désormais 25% de femmes contre 22 en 2011, quand le Palais Bourbon en compte 26. Un Sénat plus féminin et légèrement rajeuni, avec un âge moyen de 61 ans contre 66 lors du précédent renouvellement. Des sénateurs qui restent plus âgés que les députés, avec un écart moyen de 4 ans. Maire, adjoint, président de conseils généraux, le Sénat reste encore une assemblée de cumulards, avec plus de 3/4 des élus qui exercent un ou plusieurs mandats locaux. Mais d'ici 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats, les sénateurs devront choisir. Et notre Zoom cette semaine est consacré au rôle de cette nouvelle opposition sénatoriale. Anne Levade, bonjour, vous êtes constitutionnaliste. Vous avez bien sûr suivi ce retour à droite du Sénat. Quel va être ce rôle de l'opposition sénatoriale aujourd'hui ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rôle, j'allais dire, qui peut s'imaginer, se construire, s'inventer. Ce qui est sûr, c'est que on a eu l'expérience, d'ailleurs certains s'en plaignaient, d'un Sénat à droite, à la fois dans l'opposition, mais j'allais dire d'un Sénat à droite avec aussi un exécutif de droite, et parfois un Sénat qui faisait de la résistance, pour dire les choses simplement. D'ailleurs, et on a tous, je pense, le souvenir récent, le Sénat à gauche n'était pas non plus forcément une assemblée facile pour l'exécutif. Donc tout ça pour dire que le Sénat a, j'allais dire, une histoire particulière, une manière de travailler qui est particulière, qui peut-être du coup fait mal comprendre aussi cette assemblée et qui contribue à ce que certains aspirent à sa suppression, sa transformation. C'est la vraie question de cette élection aussi. Hein. Ce qui est sûr, alors c'est... Je ne suis pas sûre que ce soit la vraie question de cette élection. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un changement... Et pourtant, tous les sénateurs à qui on en a parlé nous ont dit le danger, c'est qu'on n'existe plus finalement. Ça fait 20 ans qu'on le dit, non? Donc il n'y a aucun risque pour le Sénat alors. Alors, attendez, c'est deux choses différentes. Je veux dire, le discours est récurrent sur faut-il supprimer le Sénat, à quoi sert-il, etc. Que sans doute il faille repenser son rôle, ou en tout cas... Parce que moi, je suis convaincue qu'il a un rôle d'ores et déjà, peut-être un rôle qui n'est pas assez visible, mais le faire savoir et poser aussi la question si effectivement une réforme des collectivités devait survenir, de la manière dont ce Sénat devrait à la fois se saisir de cette réforme, il en sera d'ailleurs saisi en priorité puisque ça la Constitution le prévoit, mais aussi contribuer à cela et peut-être réfléchir à un nouveau rôle du Sénat dans cette configuration. Philippe Dallier, quand vous entendez ça, vous dites que le Sénat est sauvé presque? Écoutez, je ne sais pas s'il était en péril à ce point. Il est vrai que les 3 dernières années ont été très préjudiciables à l'image du Sénat. D'abord parce que les grands textes que le gouvernement présentait étaient quasiment systématiquement rejetés, et non pas du fait de l'opposition, mais du fait de la majorité et de son incohérence politique. Donc renvoyer le budget avec une page blanche, renvoyer un certain nombre de textes importants avec une page blanche, il est vrai que beaucoup ont conclu, et très vite, alors à ce moment-là, le Sénat ne sert à rien. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous allons pouvoir adopter des textes, alors profondément remaniés. Et ça va être effectivement le rôle de l'UMP et de l'UDI de se rapprocher et de construire des propositions alternatives à celles du gouvernement. Donc je pense que les choses vont changer. À nouveau, l'Assemblée nationale verra arriver des textes avec des amendements qu'elle pourra maintenir. Rappelons que 65% des amendements votés au Sénat sont en général maintenus par l'Assemblée nationale. Le bicamérisme va faire son travail cette fois. C'est ce qu'on comprend. Quand on entend Philippe Dallier, c'est ce qu'on entend. Je pense que le bicamérisme est important. D'abord parce qu'il est dans la tradition française, mais vous me direz ça, les traditions, parfois il faut les changer. Mais surtout parce qu'il est utile. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail de réécriture et souvent de débat plus apaisé, donc moins visible là encore sur les textes, on le sait, c'est traditionnel. Ce qui est très vrai dans ce que disait Philippe Dallier, c'est qu'effectivement, on a eu une situation particulière ces 3 dernières années, parce que ce que vous appeliez les grands textes, c'est-à-dire en fait les textes qui normalement sont le moment où se soude une majorité, et la majorité au Sénat était à gauche. Voilà, donc le budget, le PLF, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sont des textes où on attend qu'il y ait là un soutien à la politique du gouvernement. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que sur les 3 dernières années, il y a eu un moment, je pense, d'incompréhension générale qui a conduit sans doute à ce que ceux qui étaient satisfaits que le Sénat passe à gauche, puisqu'on disait que c'était impossible, se demandent si finalement ça n'était pas une chambre ingérable, quelle que soit sa configuration politique. Techniquement, l'une des conséquences, c'est aussi qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle.
Alors, c'est fini. si l'on raisonne, si l'on droit de vote des raisonne, étrangers aux élections locales, c'est terminé, par exemple. si l'on raisonne en termes de majorité, j'allais dire arithmétique, oui, sans doute, parce que les majorités requises sont trop élevées pour que ça puisse permettre une révision constitutionnelle. C'était déjà le cas avant. C'était sans doute déjà le cas avant, et j'ajoute que sur le cas particulier, par exemple, du droit de vote des étrangers, on se souvient que le Sénat, basculant à gauche, l'a immédiatement voté, qu'il y avait par ailleurs des difficultés, parce qu'il fallait que ce soit revoté par l'Assemblée, et finalement, la réforme n'a pas été à son terme. Donc, oui, en même temps, je ne suis pas certaine qu'il faille toujours des réformes constitutionnelles. Je pense qu'il y a, sur un certain nombre de questions, des réformes législatives qui peuvent avoir un effet institutionnel tout aussi significatif, et que donc il ne faut pas se focaliser. Alors, que ce soit la réforme des collectivités, que ce soit, puisque c'est un peu dans l'air du temps, aussi la question éventuelle d'une réforme des modes de scrutin. Certains aspirent à l'introduction de la proportionnelle. Ce sont des questions dont en toute tranquillité, donc en toute tranquillité et indépendamment même des partages droite-gauche, on peut se saisir dans les assemblées. Anne Levade, vous restez avec nous, on va passer au mardi, mais parce qu'on va parler d'une primaire à droite. L'UMP a choisi son candidat. Son candidat pour le Sénat, bien évidemment. Et le grand gagnant de cette primaire à droite est l'ancien président du Sénat, Gérard Larcher, qui a devancé très largement au premier tour l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et Philippe Marini. Philippe Dallier, on a beaucoup évoqué cette question. Est-ce que c'était un vote politique ou pas? Politique au sens, vous avez entendu, vous avez très bien compris cette question, entre Nicolas Sarkozy, François Fillon et d'autres. Ça n'était pas la seule grille de lecture, mais je pense qu'effectivement, oui, et c'est peut-être la principale malgré tout. Et je l'avais dit pour ma part à Jean-Pierre Raffarin. Je pense que le choix des sénateurs s'est aussi fait en fonction de l'actualité à l'UMP et au regard de leur volonté d'indépendance. Ça, je pense que c'est ce qui a marqué ce scrutin. Jean-Pierre Raffarin avait fait le choix de s'afficher alors qu'il faisait partie du triumvirat. Il fait toujours partie du triumvirat à la tête de l'UMP. Il s'est engagé derrière Nicolas Sarkozy et certains ont eu effectivement peur que le Sénat ne devienne effectivement une antichambre de la rue de Vaugirard. Pour le dire crûment. Contre cela. Pour certains, contre si Nicolas vous voulez. Sarkozy, finalement. Non, mais attendez, pour certains, vous savez, vous avez 143. Il y a 143 membres dans le groupe. Je pense que les raisons sont certainement différentes d'une personne à l'autre. Mais je pense que la volonté d'indépendance du groupe UMP au Sénat est certainement une des raisons principales de la victoire au premier tour et aussi nettement de Gérard Larcher. Les sénateurs ont revendiqué une liberté de vote. Ils sont rebelles, ces sénateurs ? Écoutez, oui, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'on l'a vu sur un certain nombre de textes. Vous savez, quand on était au gouvernement, moi je me souviens à l'époque, avec une trentaine de sénateurs du groupe UMP, on avait dit on ne votera pas la réforme de la taxe professionnelle en l'état. Et on a à l'époque fait reculer le gouvernement et le texte a été profondément modifié. À quoi sert-il d'être parlementaire si on met toujours ce que l'on pense au plus profond de soi sous son mouchoir et si on se range systématiquement à l'avis de la formation politique? On a envie d'indépendance et c'est peut-être aussi ce que les Français nous réclament, sortir de la langue de bois, dire ce que nous pensons et agir en conséquence. Anne Levade, ce vote pour notamment Gérard Larcher, pour vous, ça vous a surpris ou pas qu'il soit gagnant dès le premier tour? On nous annonçait un match tellement serré. Oui, il faut toujours se méfier, j'allais dire, des annonces. Bon, il y avait 3 candidats. Je crois que les candidats étaient assez différents et sans doute, effectivement, les éléments de contexte ont-ils pu jouer. Ça a beaucoup joué. Cela dit, c'est vrai aussi que Gérard Larcher a l'expérience, pour le coup, de la présidence du Sénat. J'entendais tout à l'heure évoquer le renouvellement au sein du groupe. Il ne me semble pas forcément d'ailleurs incohérent qu'il y ait eu un choix de, entre guillemets, continuité pour la présidence du Sénat et au contraire de profond renouvellement au sein de l'UMP. C'est peut-être finalement une forme d'équilibre interne dans le cadre du choix du groupe. Ce renouveau, c'est ce que vous voulez incarner, cette indépendance, ce côté rebelle des sénateurs. C'est la marque que vous allez imprimer sur ce groupe UMP au Sénat. Côté rebelle, écoutez, on va relativiser, mais c'est vrai que bon, on est plutôt jeune et on a envie de faire bouger les choses. Alors, on va essayer de les faire bouger. Vous ne voulez pas de vote d'appareil, c'est ce que vous nous avez dit. Non, en tous les cas, il est écrit dans la Constitution qu'il n'y a pas de vote impératif. Chaque parlementaire vote en son âme et conscience. Bien évidemment, nous appartenons à un groupe et il faut qu'il y ait du dialogue, de la concertation, que nous essayons ensemble de construire des textes. Bon, maintenant, après, chacun se prononce en son âme et conscience. Voilà, nous sommes favorables à un Sénat le plus libre et le plus indépendant possible.
Merci Anne Levade pour cet éclairage. Nous, on va continuer un petit peu à parler du Sénat, Marie. Car l'autre fait marquant du scrutin, c'est l'arrivée du Front National au Sénat, le parti de Marine Le Pen, qui a réussi à envoyer 2 sénateurs au Palais du Luxembourg, qui ont fait une arrivée remarquée. Marie Brémaud. Arrivé devant le Sénat à pied pour les 2 sénateurs frontistes. Vous venez au Sénat pour le supprimer? On vient au Sénat pour y travailler. Voilà, ce sont les grands électeurs qui sont eux-mêmes les représentants du peuple qui nous ont demandé de le faire. Et nous allons le faire avec sérieux, comme nous savons le faire depuis longtemps. L'image est forte. C'est la première fois que des élus d'extrême droite font leur entrée dans la Haute Assemblée. Oui, bien sûr. Un dispositif spécial de sécurité a été mis en place. Parfait, oui, en fait. Pas de presse aux formalités administratives et puis on se rejoint ensuite. Un nombre impressionnant de journalistes a fait le déplacement. Mais très vite, la question est posée. Que peuvent faire 2 élus sans groupe? Le sénateur des Bouches-du-Rhône veut y voir une étape. Bien sûr que c'est une étape. Bien sûr, les élections présidentielles, les élections législatives, 2 députés, les élections municipales, ces villes conquises alors qu'on nous disait que c'était impossible, ces élections européennes et ces élections sénatoriales qui étaient la place gardée, la chasse gardée du système. Eh bien, nous envoyons aujourd'hui les grands électeurs, les Français envoient aujourd'hui 2 sénateurs, Front National, Rassemblement Bleu Marine. C'est une étape de plus. Il y a la dernière qui nous tend les bras en 2017. Prochain objectif pour les 2 sénateurs, trouver leur place au sein du Sénat. Honneur aux plus jeunes, c'est gentil. David Rachlin est en effet le Benjamin de l'hémicycle, un autre symbole. Demain, lors de l'élection du président du Sénat, c'est lui qui recueillera les votes de ses collègues sénateurs. Philippe Dallier, comment vous analysez cette élection de 2 fronts nationaux? Des grands électeurs décomplexés ou perdus face à l'état de la politique aujourd'hui? Écoutez, ces 2 élections étaient inscrites, ou quasiment inscrites, dans le résultat des élections municipales de mars dernier. Il est quand même à noter, effectivement... Oui, je vais justement préciser les choses. Grosso modo, le Front National pouvait, à l'échelle nationale, compter sur 1 millier de voix, et il semble qu'ils en aient recueilli 4000. Donc ça montre aussi, effectivement, et je pense que c'est particulièrement vrai dans les territoires ruraux, où les élus sont assez peu étiquetés politiquement, ils sont souvent sans étiquette. Il est fort probable qu'effectivement qu'un certain nombre d'entre eux, face aux difficultés qu'ils connaissent dans l'exercice de leur mandat, eh bien, aient choisi de porter leur voix vers ces listes. Ça veut dire qu'ils ne viennent plus vers vous ni vers la gauche? Ceux qui ont fait ce choix-là, effectivement, quelque part... On n'est même plus dans un vote de colère, on est presque dans un vote d'adhésion des territoires ruraux, alors que vous ne répondez plus vraiment à leur question. Il ne faut peut-être pas généraliser, mais c'est vrai que les collectivités locales, et notamment les plus petites, vivent une période extrêmement difficile. La baisse des dotations de l'État, la réforme des rythmes scolaires qu'il est impossible de financer. Il y a tout un tas de sujets, la disparition des départements, finalement, on ne sait plus où veut aller le gouvernement. Donc tous ces sujets ont profondément marqué la campagne sénatoriale, et je pense effectivement qu'un certain nombre d'élus de ces territoires ont choisi de pousser un coup de gueule en portant leur voix vers ces listes. Et qu'est-ce que ça change 2 élus Front National à la Haute Assemblée alors qu'on n'avait pas connu jusque-là? Votre rapport à ces élus, quand vous allez vous croiser dans les couloirs, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer de particulier. Moi, ce que j'attends, c'est de les voir s'exprimer en commission et de les voir s'exprimer en séance. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les idées. Le reste, voilà, ce sont des élus de la République. Ils sont sénateurs aujourd'hui. Point barre. Souvent, on pose la question à chaque élection. Est-ce qu'il y a un ancrage aujourd'hui du Front National avec cette élection au Sénat? Il est évident que lors des dernières élections municipales, le Front National a obtenu un certain nombre de voix. Ils ont remporté un certain nombre de collectivités locales. Donc il faut effectivement s'interroger sur les raisons qui ont poussé les Français à choisir ces candidats plutôt que les nôtres ou ceux de la gauche. On va passer au mercredi, Philippe Dallier, et c'est le grand jour, c'est le jour d'élection au Sénat. Et c'est donc Gérard Larcher qui a été élu au 2e tour président du Sénat. Il accède au plateau pour la 2e fois, après avoir accédé une première fois entre 2008 et 2011. Il promet une défense des territoires et une opposition constructive face au gouvernement. On va écouter ses premiers mots une fois son élection. À la majorité, je veux m'adresser pour lui dire qu'une tâche l'attend. Est une opposition constructive, avec pour boussole l'intérêt du pays en ces temps de difficulté. À mes collègues sénateurs de l'opposition, je veux dire que je serai le président du Sénat, de tout le Sénat,
de tous les sénateurs attentifs à leurs droits. Mes chers collègues, nous avons une responsabilité collective. Il faut que nous donnions au Sénat plus de force, que nous fassions entendre sa voix, que cette question lancinante sur l'utilité d'une assemblée ne nous soit plus posée. Moi, j'aimerais comprendre ce que c'est qu'une opposition constructrice. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes un opposant ou vous ne l'êtes pas? Ça veut dire que sur certains textes, et en fonction de l'attitude du gouvernement, bien évidemment, le Sénat, même dans l'opposition au niveau national, pourrait être amené à adopter un certain nombre de textes en les ayant modifiés. On verra effectivement quelle est l'attitude du gouvernement. C'est effectivement ça. C'est aussi une maîtrise de l'agenda du Sénat qui pourrait être une maîtrise, j'allais dire, comment la qualifier? Je ne vais pas dire intelligente, mais on sait bien que si le Sénat le veut, il peut retarder les textes du gouvernement. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement pouvoir faire avancer les choses, et notamment sur le sujet des collectivités territoriales. Mais ça dépend d'abord de l'attitude du gouvernement. Y aura-t-il une seconde lecture sur le texte que nous avons examiné avant l'été? La question se posait encore. Où veut aller le gouvernement avec le prochain texte qui va venir sur les régions? Tout ça est encore très flou, et c'est le gouvernement qui doit effectivement faire signe de bonne volonté. Est-ce que Gérard Larcher devient aujourd'hui le principal opposant à Manuel Valls et François Hollande? Je ne pense pas que l'on puisse dire cela. C'est le président du Sénat, donc principal opposant. Il n'est pas dans ce troisième personnage de l'État dans l'ordre protocolaire, mais on ne va pas dire qu'il est le principal opposant. Laissons cela plutôt aux partis politiques. Mais en tous les cas, ici, nous allons examiner les textes et le gouvernement sera face à la majorité du Sénat et face au président du Sénat, qui, j'en suis certain, aura à cœur de faire respecter le Sénat. Entre 2008 et 2011, Gérard Larcher avait réformé le Sénat, il avait mis fin à des privilèges. Est-ce que cette réforme va continuer pendant cette nouvelle mandature? J'espère bien, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses là-dessus, des choses justes et des choses profondément erronées qui m'agacent, parce qu'en fait, aujourd'hui, les conditions de travail des sénateurs sont quasiment les mêmes que celles des députés, à très peu de choses près, et on a l'impression, en lisant la presse, qu'ici, il y a des super privilèges. Ça n'est pas vrai. Mais pour autant, je pense qu'il faut aller plus loin dans un certain nombre de domaines, sur la transparence au sein des groupes politiques, et ça, nous allons nous y atteler pour ce qui concerne l'UMP. On en parle beaucoup, la fameuse réserve parlementaire. On pourra parler de la réserve parlementaire également. Il y a tout un tas de sujets. Il voulait aussi indexer l'indemnité des sénateurs sur leur assiduité, leur présence en commission, en séance. Écoutez, un tout petit effort a été fait précédemment par Jean-Pierre Bel, mais à mon sens, c'est trop peu. Je pense qu'il faut aller plus loin. Effectivement, il n'y a pas de raison que les élus les plus absents aient les mêmes conditions que ceux qui font acte de présence de manière très régulière. Donc vous demandez à Gérard Larcher d'aller bien plus loin encore. Et je suis certain qu'il ira bien plus loin. Mercredi, le gouvernement présentait son budget pour 2015. L'État est à la diète, 21 milliards d'euros de baisse de dépenses. Cela ne suffira pas pour autant à contenir le déficit et le gouvernement l'assume. Revue de détail des principales mesures de ce budget avec Elisa Bertholomé. La principale mesure de ce projet de loi de finances a été annoncée par Manuel Valls il y a quelques semaines. Le gouvernement entend modifier le barème de l'impôt sur le revenu. Après les 40 milliards de baisse de charges accordées aux entreprises d'ici 2017, des mesures vont être prises en faveur des ménages. La première tranche de l'impôt sur le revenu sera supprimée. 3 millions de ménages sortiront de l'impôt. 6 millions verront leur prélèvement diminuer. Nous avons également pris la décision d'adapter le rythme de réduction des déficits à la situation économique du pays. Et il me semble utile de donner quelques éléments d'explication sur ce point. Notre politique économique ne change pas, mais le déficit se réduira plus lentement que prévu du fait des circonstances économiques. Très faible croissance, très faible inflation. Autre mesure annoncée dans ce PLF, la hausse de 2 centimes du litre de diesel et une augmentation de 3 € de la redevance audiovisuelle. En parallèle, le gouvernement poursuit sa politique d'économie, moins 7,7 milliards pour l'État et ses agences, moins 3,7 milliards pour les collectivités territoriales, moins 9,6 milliards pour la protection sociale. Objectif, réduire le déficit, mais à un rythme ralenti. J'avais parfois entendu dire que c'était une mesure injuste parce qu'elle aurait bénéficié à tous. Non, elle bénéficiera aux modestes et moyens. J'ai parfois entendu dire que puisque ça baissait pour les uns, ça allait augmenter pour les autres. Non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les autres.
D'ailleurs, 2015 sera la première année où il n'y aura aucune disposition dans la loi de finances qui ait une conséquence en termes d'augmentation d'impôt sur le revenu. Pour 2015, le gouvernement prévoit une croissance de 1% et un déficit ramené à 4,3% du PIB. Des prévisions que la Haute Autorité des finances publiques, chargée d'émettre un avis, juge fragiles. Est-ce que vous pourriez voter ce budget 2015 tel qu'il a été présenté? Ça, je ne crois pas. Le problème de ce gouvernement, c'est sa crédibilité en matière économique et financière. Depuis qu'ils sont aux affaires, ils n'ont cessé alors de changer de politique dans un sens, heureusement, mais ils ne vont pas assez loin et il n'y a encore aucun effet. Le pacte de responsabilité avec les entreprises, pour l'instant, il n'y a pas de traduction concrète, mais en matière budgétaire, c'est catastrophe sur catastrophe. Très bien, mais vous proposez d'aller bien plus loin, vous proposez de faire quasiment 100 millions d'économies. 100 milliards, 100 milliards, c'est ce que propose notamment François Fillon, mais ça se fait sur 5 ans. Ceci étant dit, là, c'est 50 milliards sur les exercices 2015, 2016, 2017, mais il y a de très gros doutes parce qu'en fait, les économies que le gouvernement devra réaliser, elles ne sont pas documentées. On ne sait pas encore. Et on voit bien d'ailleurs qu'à la première annonce de réduction de certains crédits, on a des levées de boucliers. Et vous avez déjà vu les prévisions de croissance qui sont les quasiment nulles pour les prochaines et les prévisions de croissance sont quasiment nulles. Et pour l'inflation, effectivement, ça sera également très faible, ce qui est un handicap en matière de création de richesse. Donc, ce gouvernement navigue à vue et ne cesse de repousser les objectifs. Maintenant, c'est peut-être 3% en 2017. Voilà, il y a un manque de crédibilité total. Et je pense que le débat au Sénat sera intéressant, comme à l'Assemblée nationale. Et j'espère que le ministre... Écoutez, nous allons pouvoir effectivement adopter un budget qui sera profondément remanié. Donc la commission des finances, en tous les cas pour la majorité, va se mettre au travail. Et je pense que nous serons en capacité de proposer un certain nombre de choses pour aller plus loin et plus vite, parce que l'argument du ministre est de dire il ne faut pas effectivement que les prélèvements tuent la croissance, mais il faut peut-être aussi essayer de faire des économies plus rapidement. Sur quoi ? Et ça, écoutez, il va y avoir un certain nombre de sujets qu'on va... Vous avez bien vu. Ils essaient, mais à dose homéopathique, je vais vous le dire, à dose homéopathique. Beaucoup plus loin, beaucoup plus je fort. pense que sur le non-remplacement des fonctionnaires qui partent à la retraite, effectivement, il faut aller plus loin et plus fort, parce qu'on sait que la masse salariale de l'État, et c'est la même chose pour les collectivités locales, c'est une très grande partie du budget de l'État. Monsieur Dallier, donc il sur la fonction publique aussi, Nicolas Sarkozy le propose. Ben, moi, je serais favorable à ce qu'on repasse de 35 à 39 heures dans la fonction publique. Bien évidemment, ça fait 12% tout d'un coup. Alors à effet différé, mais ça représente 12% effectivement d'économie potentielle sur la masse globale qui est très importante. Si nous ne prenons pas ce genre de décision, nous n'en sortirons pas et nous n'atteindrons pas nos objectifs. Et je vous rappelle qu'on a dépassé cette semaine les 2000 milliards d'euros de dette et que ça c'est un risque gravissime. Donc ce sont des mesures drastiques que vous préconisez? Drastiques, en tous les cas, des mesures certainement plus fortes que celles qui sont proposées là. Et ça va toucher aussi l'ensemble des Français sur les impôts. Qu'est-ce que vous faites sur les impôts? Mais écoutez, qui peut croire que nous allons redresser la France sans que chacun soit mis à contribution? Le tout, c'est qu'effectivement, les efforts demandés aux Français soient le plus juste et le plus équilibré possible. Mais vouloir faire croire qu'effectivement, et c'est ce que le gouvernement fait en proposant de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont fait rentrer dans l'impôt sur le revenu un tas de gens qui n'y étaient pas. Ceux qui payaient des sommes effectivement assez faibles ont vu leur impôt doubler. Là, résultat, on va concentrer l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes. C'est vraiment la politique de gribouille. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Je pense qu'il faut remettre tout ça sur la table et arrêter une position. Et je pense qu'il ne faut surtout pas s'interdire une augmentation de la TVA. C'est ce que le gouvernement... Merci, une hausse de 2 points de la TVA. Écoutez, ça se murmure. Un jour, on nous dit oui, le lendemain, on nous dit non. Je vous rappelle que nous avions adopté le principe de la TVA sociale en janvier 2012, que la gauche arrivée au pouvoir s'est empressée de la supprimer. Et je pense qu'ils ont fait une grave erreur, parce qu'on sait bien qu'une hausse de la TVA n'entraîne pas forcément une augmentation des prix. Et surtout, on met à contribution tous les produits importés. Et nous savons que nous importons beaucoup. Hausse de la TVA aussi. Donc, hausse de la TVA, pour nous, elle était destinée effectivement à financer les allègements de charges pour rendre de la compétitivité à nos entreprises. Voilà, donc c'est vraiment la politique de gribouille. Et la crédibilité du ministre aujourd'hui, elle est proche de zéro. Et c'est ça le drame pour la France. On verra ce que vous proposerez lors de l'examen du budget. Rendez-vous à l'automne. Au Sénat, à l'automne exactement. Un autre examen de projet de loi, cette fois à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la transition énergétique qui a débuté cette semaine. Un texte très attendu. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. Aujourd'hui,
porté par la ministre Ségolène Royal, qu'on va écouter. La condition de réalisation de dépenses dans le cadre d'un bouquet de travaux est supprimée afin de permettre à tous les contribuables de bénéficier du même niveau d'aide publique, quelles que soient les opérations engagées et le séquençage des travaux. Alors ça, pour la ministre qui pose un petit peu les fonds de ce débat. On a beaucoup entendu depuis dimanche dernier, quand on a fait ces élections au Sénat, une espèce de consensus qu'on pourrait trouver sur des grands thèmes. En voilà, la transition énergétique que vous pourriez porter avec la gauche, par exemple. Je pense que tous les Français doivent se sentir concernés par le problème du réchauffement climatique. D'ailleurs, on constate dans notre pays, mois après mois, des événements qu'on n'avait pas connus. Le réchauffement... Consensus, Philippe Dallier. En tous les cas, sur l'analyse des choses, oui, il peut y avoir consensus, mais le consensus, ça n'est pas un gros mot. Donc effectivement, il peut y avoir... Au contraire, on aimerait qu'il y ait plus de consensus pour que ça puisse faire avancer un petit peu. Oui, parfois je cite Lacan qui disait le consensus est le seul cas de figure où la connerie prend du sens. Mais ça n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, ça peut être le cas. Mais pour le coup, sur un thème, sur un sujet comme celui-là, effectivement, je pense que ce que Chirac disait il y a quelques années, la maison brûle et nous regardons ailleurs, j'ai un peu le sentiment que c'est encore vrai. Le projet de loi aujourd'hui porte de grandes ambitions. Vous ne les partagez pas ? Mais on partage les ambitions. Après, la question, c'est, et parce que la France en est là, ça va être les questions du financement. Parce qu'on sait bien que faire en sorte que tous les bâtiments publics et ceux des particuliers soient effectivement mieux isolés et qu'on aille vers la réduction de la consommation du gaz ou du fioul, on sait que tout ça demande énormément d'argent et du temps. Et de l'argent, aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup. Et par exemple, si on parle nucléaire, qu'est-ce qu'on fait des centrales? On les garde, mais bien sûr qu'on les garde. Là aussi, François Hollande a été d'une imprudence. Vous pensez que François Hollande va la garder, Fessenheim, ou pas? Écoutez, je pense que nécessité fera loi et qu'il sera bien obligé d'en passer par là parce que nous n'avons pas d'autre solution. Donc, mais c'est le drame de François Hollande pendant sa campagne électorale et son fameux discours du Bourget pointant du doigt la finance, promettant monts et merveilles à tout le monde. Voilà, je pense qu'au fond de lui-même, à mon avis, il est convaincu. Il est convaincu qu'on doit garder nos centrales, mais il a fait cette concession. Pour quelle raison faut-il les garder? Pour des questions énergétiques ou sociétales? Mais les deux. D'abord parce que les centrales nucléaires, effectivement, sont beaucoup moins polluantes. Alors il y a le problème du retraitement des déchets, mais sont beaucoup moins polluantes que le charbon que les Allemands utilisent maintenant beaucoup parce qu'ils ont fermé leurs centrales nucléaires et que ne parlons pas du gaz et du pétrole. Donc il faut effectivement garder nos centrales nucléaires. Et puis, encore une fois, 2000 milliards d'euros de dette, nous ne pourrons pas tout faire en même temps. Donc je pense que ça aussi... Les centrales nucléaires ? En tous les cas, il faudrait pour les démanteler investir des sommes considérables. Il faudra investir également de l'argent pour leur permettre de durer. Mais nous avons un atout en France aujourd'hui, c'est ce nucléaire et une électricité qui est moins chère qu'ailleurs. On ne va pas passer ça par perte et profit simplement pour plaire à Madame Duflot. Jeudi, c'est un rituel chaque année. À la reprise de la session parlementaire, les députés et les sénateurs se sont retrouvés pour les journées parlementaires. Les communistes se sont réunis à Martigues pour leur journée parlementaire. Les Verts, eux, étaient à Amiens avec la visite du président de l'Assemblée, Claude Bartolone, puis celle de la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal. La majorité tente de soigner ses alliés et appelle au rassemblement de la gauche. Écoutez Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé. Chacun a tiré le bilan de ce qui s'est passé. Nous, on a vu qu'on ne pouvait avoir un accord s'il n'était pas respecté. On ne pouvait pas faire vivre cette coalition majoritaire, mais je crois qu'un certain nombre de socialistes se rendent compte de la difficulté de gouverner avec une majorité extrêmement réduite. Il faut retrouver les vertus de ce qui a été fait, de ce qui a été dit pendant la campagne présidentielle, et cette dynamique-là doit se retrouver sur des propositions très précises, sur la loi de transition énergétique, sur la biodiversité, sur la bataille budgétaire. Voilà pour les journées parlementaires. Vous n'avez pas de journée parlementaire cette année, Philippe Dallier? Non, la période ne s'y prêtait pas. Et puis, pour des questions d'économie, tout simplement. Pas de journée parlementaire. Alors, je voudrais vous proposer plusieurs images, en tout cas, de ce qu'on appelle des bons titres de la presse, des unes de presse qui ont fait cette semaine. On a beaucoup parlé. Je vous propose d'abord, regardez dans le Figaro, c'était des propos qui ont été tenus visiblement par Jacques Chirac, qui a pris fait et cause pour Alain Juppé. S'il avait l'énergie, il irait directement s'inscrire près au QG d'Alain Juppé. En tout cas, j'ai toujours su qu'il serait au rendez-vous de son destin et celui de la France. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Jacques Chirac avait qualifié Alain Juppé du meilleur d'entre nous à l'époque. Je pense qu'il considère toujours qu'Alain Juppé est le meilleur d'entre nous. C'est parti, c'est les coups pour coups maintenant entre Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy. Mais qu'au sein de la droite républicaine et du centre, il y ait effectivement un certain nombre d'hommes, en l'occurrence, mais il pourrait y avoir des femmes, qui soient en capacité de se présenter à l'élection présidentielle avec une bonne chance d'être élus, c'est plutôt une chance pour notre camp. Le tout, effectivement, c'est que tout cela ne tourne pas à la guerre fratricide avec un résultat qui pourrait être calamiteux. On a pas le chemin quand même, non ? Écoutez, non, pas forcément. Moi, je trouve que les propos que tient Alain Juppé sont des propos mesurés et c'est pas quelqu'un qui est dans les petites phrases. Et ça, c'est quand même très bien. Plutôt Juppé, alors si on vous entend. Pour Juppé, Fillon. Fillon, François Fillon. Voilà, le choix est assez clair. Il y a eu d'autres propositions qui ont été à la une de presse, Marie. Avec notamment ce matin Manuel Valls dans La Croix. Vous allez le voir dans un instant. Il assure que la GPA sera interdite, la gestation pour autrui, en France. Il n'y aura pas non plus de reconnaissance automatique des enfants nés à l'étranger par procréation médicalement assistée. Dimanche, il va y avoir une manifestation de la Manif pour tous, justement. Où en êtes-vous à l'UMP sur ces questions? Est-ce qu'il y aura un retour, retour de la droite au pouvoir, retour sur cette loi du mariage pour tous? Écoutez, moi je vais vous donner mon sentiment personnel. On voit bien avec les déclarations plus ou moins claires des uns et des autres que c'est un sujet compliqué juridiquement d'abord. Mon sentiment, c'est qu'il n'y aura probablement pas de retour en arrière sur la loi. Il faudrait d'ailleurs qu'on m'explique juridiquement comment il serait possible de démarier les gens qui se sont mariés. Ça, pour moi, ça m'échappe. Enfin, je suis membre de la commission des finances et pas de la commission des lois. Peut-être que mes collègues pourraient m'expliquer. Mais j'ai le sentiment, effectivement, et on l'a bien vu avec la relative prudence de Nicolas Sarkozy, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, que des garanties très sérieuses et absolues, si possible, soient données en matière de GPA et de PMA, je pense que c'est effectivement ce qu'il faut obtenir. Et les propos de Manuel Valls, ce sont des propos rassurants. Donc maintenant, nous allons voir. Dans le bon sens, vous êtes rassuré écoutez, en tous les cas, la déclaration que vous m'avez montrée et la une de La Croix, effectivement, ce sont des propos rassurants parce que la gestation pour autrui, là, ça serait vraiment la ligne jaune qui serait franchie. Et je pense que très, très, très majoritairement, les Français ne souhaitent pas que nous allions dans cette direction. Et je ne le souhaite pas non plus. Donc il va effectivement falloir voir ce que le gouvernement fera dans ce domaine. Donc si on retient bien la leçon, il n'y aura pas d'abrogation de la loi sur le mariage pour tous. Mais écoutez, là, je vous donne mon sentiment personnel. Maintenant, je ne sais pas qui sera élu en 2017, je ne sais pas qui sera Premier ministre et qui sera... Moi, je pense que ce n'est pas souhaitable et qu'on ne pourra pas le faire de toutes les manières parce que juridiquement, ça serait un vrai casse-tête. Quelque part, vous vous opposez aussi là à Bruno Retailleau, le président du groupe UMP, avec qui nous sommes attaqués. Excusez-nous, mais il avait pris quand même des positions assez dures contre le mariage pour tous. Peut-être, mais au sein de l'UMP, il y a des positions qui sont effectivement très différentes. Si vous écoutez Alain Juppé, je pense qu'il a dit j'ai dit la même chose qu'Alain Juppé. Nicolas Sarkozy a été prudent et quand j'écoute un certain nombre de mes collègues juristes, nous savons bien qu'il y a beaucoup de difficultés là-dessus. Et donc moi je pense que nous ne reviendrons pas en arrière là-dessus. On voit bien que c'est quand même un sujet qui clive dans votre camp, on en reparlera. Il clive en France, et c'est vrai que la manière dont François Hollande a abordé le sujet a été très très clivante. Et cette semaine, nous allons passer au plus de l'hebdo consacré au retour des hommes de l'ombre. Les Hommes de l'Ombre, c'est cette série télé, politico-policière sur les coulisses du pouvoir politique. Les premiers épisodes de la saison 2 étaient diffusés sur France 2. Un président de la République confronté au difficile exercice du pouvoir, une première dame alcoolique, bipolaire, qui ne supporte pas l'Élysée, la décomposition de l'exécutif. Voilà pour le pitch, les précisions de Simon Barbary. 2 ans que les fans l'attendaient. Cette semaine, la série Les Hommes de l'Ombre était de retour sur France 2. Et après la conquête du pouvoir de la saison 1, c'est son exercice qui est illustré dans cette 2e saison. Le président de la République, Alain Margerie, homme politique de gauche, connaît des débuts difficiles à l'Élysée. Crise conjugale et politique s'entrechoquent comme un petit air de déjà-vu. J'ai jamais touché un sou d'argent public. Arrête. Si tout avait été fait selon les règles, Mediamax ne se serait pas emparé de l'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Comment ça, il n'y a pas d'affaire? On va demander à la trentaine de journalistes qu'il y a dehors s'il n'y a pas une affaire Husson. Ça va retomber. Quand?
Si l'histoire emprunte à l'actualité récente, un président de la République pas à la hauteur de la fonction pour ses adversaires, ou encore une première dame dépressive et incontrôlable, à l'inverse de son lointain cousin, la série américaine House of Cards, le pouvoir tel qu'il est décrit dans Les Hommes de l'ombre n'est pas un but en soi, mais un moyen de mener une action qui dépasse les intérêts personnels. On n'a jamais intérêt à diminuer le président. Le président, quel qu'il soit, représente la France. Il doit l'aider à se grandir à la hauteur de sa fonction. Dis donc, t'étais du grandiloquent, toi, à New York. Et si la fiction politique à la française respectait un peu trop les arcanes du pouvoir, ici les compromissions et les coups bas sont plutôt dictés par les circonstances que par des esprits cyniques et machiavéliques. Alors, manque d'audace ou crédibilité, les téléspectateurs et les politiques jugeront. Alors le scénario a été écrit il y a plus de 2 ans. Finalement, les scénaristes ont anticipé la décomposition du pouvoir. Est-ce que c'était si prévisible? Voilà une question très difficile. Moi, je n'ai pas vu cette série, donc j'aurais du mal à en parler. Mais c'est vrai, ce qui m'inquiète, ça peut avoir un côté sympathique, amusant. Ce qui m'inquiète, c'est que je me demande si le téléspectateur saura faire la différence entre la fiction et la part de réalité. Parce qu'effectivement, comme il y a des ressemblances voulues, voilà, où s'arrête la fiction, où commence la réalité. Et je suis déjà suffisamment inquiet de l'image très négative de la classe politique aujourd'hui. Écoutez, ça peut jouer parce qu'effectivement, quand on montre l'arrière-cour et avec tout ce qui peut s'y passer, je pense que les scénaristes... Mais c'est vrai, mais je préfère que la justice fasse son boulot sereinement et de manière indépendante pour régler ses problèmes et faire en sorte que ceux qui se comportent ainsi se retrouvent dans les tribunaux, plutôt que effectivement des fictions qui mélangent un peu tout et qui ne feront encore qu'aggraver le sentiment de rejet de la classe politique. Parce que derrière, c'est quand même la République qui est en cause. Et voyez-vous, ça m'inquiète en ce moment. Et vous n'aimeriez pas écrire une petite série fiction politique sur le Sénat, par exemple? Non, il n'y aurait rien à écrire? Non, alors absolument pas, non. Ce n'est pas ça le Sénat, le favoritisme, les conseillers en com, les affaires. Vous êtes loin de cette politique fiction. Enfin, le favoritisme, les affaires, comme vous y allez, il y a eu effectivement des choses qui posent question, et je le redis notamment dans le groupe UMP, et nous allons tâcher avec Bruno Retailleau de tourner cette page-là et de faire en sorte qu'effectivement, plus jamais cela ne soit possible. Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à notre invitation pour Parlement Hebdo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Michael.